Matryoshka. Mais quel est ce processus de transformation, de métamorphose pour faire son deuil? C'est de cela dont nous parle maintenant Natacha Wolinski, dont le livre d'ailleurs s'appelle « Son éclat seul me reste ». Et ça, c'est un clin d'œil aux métamorphoses d'Ovide. Explication. Ce livre parle de ça. Il parle de cette métamorphose et où, à partir de cette épreuve, eh bien, vous devez apprendre à vivre une nouvelle vie, peut-être connaître un nouveau moi, c'est-à-dire comment partir de quelque chose qui est proprement de la mort et comment arriver à du vivant. Matryoshka. Ces fameux attentats qu'on a appelés après les attentats de Charlie Hebdo sont un véritable tournant politique, historique, un tsunami civilisationnel par rapport à tout ce brouhaha-là. On ne vous a pas entendu, mais 5 ans après, vous écrivez pour sauver votre fille. Pour lui dire quoi? D'ailleurs, le livre lui est dédié. Et peut-être que je lui ai écrit ce livre parce que, justement, je n'avais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. Quand un père meurt dans des circonstances aussi dures, aussi violentes, et quand le monde entier s'empare de cette mort, ben, vous êtes un peu dépossédé de ce qui se passe. C'est-à-dire vous êtes dépossédé de votre père parce que ça devient un personnage public. Ce soutien que vous recevez de la communauté, il est précieux, bien évidemment. Mais en même temps, il est douloureux parce que vous n'avez pas perdu Georges Wolinski, vous n'avez pas perdu l'emblème d'une liberté de parole, vous n'avez pas perdu l'héritier de Voltaire ou de Villon ou de Daumier. Vous avez perdu un père avec des souvenirs, avec des tics de parole, des gestes tendres. Ce que je voulais, à un moment où finalement on ne se remémore mon père qu'en janvier, c'est-à-dire chaque année, oui. Chaque année, à un moment précis, on se remémore mon père parce qu'il est mort, et parce qu'il est mort dans des conditions violentes. J'avais moi envie de dire, mais parlons de lui tel qu'il était vivant. Parlons d'un homme vivant. Parlons d'un homme qui a aimé. Parlons d'un homme qui aimait cuisiner. Parlons d'un homme qui aimait danser. Parlons d'un homme qui aimait le jazz. Parlons de quelqu'un qui n'était pas destiné à finir à la morgue sous un drap blanc. Je crois que Lola a entendu ça parce qu'elle a lu ce livre et elle m'a remerciée. Elle m'a dit à quel point le livre l'avait soulagée. Qu'est-ce qui vous a transmis votre père quand il était là? Si je suis aussi acharnée au travail, je le lui dois. Si je suis aussi d'une certaine façon laborieuse, c'est-à-dire étant toujours dans le doute que ça ne va pas être bien et qu'il faut faire mieux, je le lui dois. Donc une forme de sérieux au bout du compte. Je le lui dois, mais sans qu'il ait eu besoin de me le dire. Voyant mon père travailler d'arrache-pied toute sa vie, jusqu'à 80 ans, aller tous les matins chercher son journal, faire son dessin en ayant le doute que son dessin ne soit pas bon, rester éternellement dans le doute. Le voyant aussi acharné au travail, aussi juvénile d'une certaine façon dans sa façon d'œuvrer. Je crois que moi j'ai beaucoup appris et je serais tentée de dire que, évidemment, vous le savez très bien, il y a une transmission indicible. Il est évident qu'on partage beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qui sont le goût pour la musique cubaine, ou qui sont le goût pour la danse, ou le goût même pour les livres, parce que c'était un grand lecteur lui aussi, et il choisissait des livres dans la bibliothèque, et il me disait « Ah tiens, tu devrais lire ça ». Si bien que lorsque j'ai été plus âgée, je lui offrais des livres. Et on faisait des échanges de livres très souvent. C'était un moyen de dialoguer. C'était un moyen de dialoguer très précieux, ouais. Vous parlez de l'homme nuage, l'homme bulle. Georges Wolinski, qu'est-ce qu'il vous a donné comme regard sur le monde? Je vous dirais qu'il m'a donné un regard très myope. Parce que, non pas que je sois myope, mais il avait une grande capacité à s'absenter du monde, mon père. Il était très présent dans ses dessins, mais il fait partie de ces gens qui pouvaient être très absents dans leur présence. De s'emmurer dans une forme de silence et de pas voir, et même d'être extraordinairement étourdi. C'est légendaire dans ma famille, mais je me souviens, enfant, de revenir de colonies de vacances, et il était immanquablement, soit il s'était trompé de jour,
soit il s'était trompé d'heure, soit il s'était trompé de gare. Enfin, il y avait une chance sur 2 qu'il soit là sur le quai. Je l'ai vu toute sa vie se cramponner à son agenda, mais vraiment comme un diabétique se cramponne à sa seringue, parce qu'il était totalement absorbé par son univers et par son œuvre. Et donc on vivait à côté d'une espèce de personnage qui avait tout le temps le crayon à la main et était tout le temps en train de retourner à son bureau parce qu'il venait d'avoir une idée, ou alors il sortait un petit carnet de sa poche, parce qu'il avait toujours un petit carnet, pour noter quelque chose. Et moi je sais que j'ai cette même capacité d'absence. Ce qui peut paraître surprenant quand on vous écoute, c'est une telle différence entre le symbole de la liberté d'expression, qui donc n'a pas peur, parle, s'exprime, revendique, et puis la réalité d'un personnage dans le repli, dans le retrait, dans le silence, qui finalement n'a pas besoin de s'exprimer tant. Que mon père ait été moins truculent au sein de la famille qu'il ne l'était à l'extérieur, ça ne me paraît pas si étonnant. Sachant que lui-même avait vécu une enfance pas très drôle. Même si il était à Tunis, même s'il faisait beau, même s'il avait des dizaines d'oncles, il n'avait plus son père. Sa mère s'était absentée en France en 1939, elle n'est pas revenue. D'ailleurs, il est allé la rejoindre bien après la guerre. Donc il s'est retrouvé finalement 6, 7 ans, 8 ans, que sais-je, sans mère ni père. Il était lui-même dans une espèce de, comme vous dites, de bulle, parce qu'il avait sans doute lui-même dû se reconstruire. Si vous pensez que mon père a été élevé en Tunisie et que vous le voyez aujourd'hui emblème de la liberté de parole française, c'est impressionnant, ça donne de l'espoir.